respect de Lille pour son accueil. Pardon de ne pas avoir été présent avec vous dès le matin. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit précédemment dans la journée. Je le regrette parce que j'aime bien, et puis cela aurait été aussi une marque de courtoisie intellectuelle. De ma part, j'aime bien rebondir et entrer en dialogue en réalité avec ce qui s'est dit précédemment. Là, je serais donc incapable de le faire, et pardon donc pour ceux qui sont intervenus et pour vous tous. J'ai beaucoup apprécié la fraternité réelle masquée. Alors si même la fraternité est masquée, où va-t-on ? Bon, je dis ça pour quand même préciser qu'on m'a autorisé à enlever mon masque pour cette conférence, et je vous en sais gré parce que sinon j'aurais terminé dans un état auquel seule une ambulance aurait pu remédier. J'entre directement dans le vif de mon sujet, de telle sorte que 45 minutes soient assez et que ensuite nous puissions avoir un petit temps d'échange entre nous. Laïcité et fraternité, j'ai l'impression que je suis à nouveau en train de passer l'agrégation de philosophie. J'ai deux notions assises l'une en face de l'autre, ou assises l'une à côté de l'autre, hein, comme autrefois j'avais... parce qu'on est très inventifs, nous les philosophes, j'ai eu par exemple 7 heures sur surface et profondeur, vous voyez ? Bon, donc aujourd'hui, je ne m'estime pas si mal loti que cela. J'ai pas sans aller jusqu'à dire que ce sera facile, mais quand même, ça me rendra peut-être moins perplexe. Évidemment, on ne peut pas entrer dans le sujet sans une tentative de définition des termes, en l'occurrence des deux termes en présence. C'est une question de méthode. Aussi, je vous propose de commencer peut-être d'abord par cerner un peu mieux la notion de fraternité, à la fois son sens et son registre également. C'est important, la question du registre de discours. Et puis ensuite, une fois qu'on aura peut-être un petit peu mieux compris la notion même de fraternité, je vous propose d'aller du côté de celle de laïcité. Et je vous propose à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où j'appliquerai le même traitement à la notion de laïcité, c'est-à-dire où j'essaierai de la définir, je vous propose de nouer le dialogue entre les deux notions, c'est-à-dire de commencer par essayer d'expliquer ce qui peut bien les relier ou ce qui met en difficulté leur liaison. D'accord ? Voilà, ça c'est pour le programme. Alors, la notion de fraternité est une notion... dont il n'est pas facile de se saisir. Qu'est-ce que c'est que se sentir frère ? Quelle est la condition pour se sentir frère ou sœur ? Alors on peut évoquer immédiatement la condition biologique. On a les mêmes parents, on a un des deux parents en commun, et puis on a grandi ensemble. Ou alors, tiens, si on élargit immédiatement, la fraternité, ça va être la fraternité d'une aventure qu'on a vécue en commun. Vous voyez, on est partis ensemble à l'autre bout du monde pendant 2 ans, au moment d'une césure dans nos études. On a grandi dans le même quartier, où on a la même religion, etc., etc. C'est-à-dire que l'expérience de la fraternité requiert, c'est-à-dire pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait proximité. Il faut qu'il y ait ce sentiment vécu d'une proximité, d'une familiarité, et à partir de là, d'une complicité, d'une connivence, d'une solidarité de destin plus ou moins importante. Mais à la base, il y a cette proximité. Et cette proximité, pour aller plus loin dans la définition de la fraternité, a cet effet que l'autre, celui avec qui je me sens frère ou sœur, parce que nous avons eu cette proximité commune, ce que j'appelais tout à l'heure cette aventure commune, je me suis attaché à elle, ou je me suis attaché à lui, c'est-à-dire qu'il y a une dimension affective. Je me suis attaché à elle, je me suis attaché à lui, de telle sorte que je me sens concerné par ce qui lui arrive. Il ou elle ne m'est plus indifférent. Je me soucie de lui. Lorsque le sentiment de fraternité est éprouvé avec une force suffisante, je souffre quand il souffre, je suis heureux ou je me réjouis de ce qui lui arrive d'heureux. Vous voyez ? Donc la fraternité indique ce lien de proximité qui va avoir pour expression un attachement du cœur et une sollicitude du cœur. Hein ? Et à partir de là, je continue de suivre mon fil, si vous voulez, de tirer mon fil. À partir de là, dès lors que je ne suis plus indifférent à celui qui est mon frère ou à celui qui est ma sœur, et que je me soucie de ce qui lui arrive, je suis naturellement porté à lui prêter secours, ou assistance simplement, ou à en prendre soin. Hein.
Donc le sentiment de fraternité, c'est, je dirais, un élan du cœur qui est ressenti et qui va se convertir en geste, de soins, en geste d'assistance, en geste de secours. Et puis, si mon sentiment de fraternité s'élargit, ou presque envie de dire s'universalise, ça va se transformer en engagement. Ça va se transformer en engagement au service d'autrui, peut-être même l'humanité tout entière, tous ceux qui souffrent, et pas seulement celui avec qui j'ai grandi ou celui avec qui je partage le même sang ou la même origine. Donc voilà, si vous voulez, tout le spectre, à mon avis, de la notion de fraternité, de l'expérience de la fraternité, c'est-à-dire que ça part de quelque chose, ça part d'une expérience intérieure, ou ça part d'une expérience vécue qui engendre quelque chose dans l'intériorité, et lorsque ce sentiment est assez puissant dans l'intériorité, il va se traduire à l'extérieur par des actes, par des gestes, par des actes, par des actions, par des choix de vie, par des engagements, etc. Bon. Mais la notion a une complexité peut-être cachée, ou je dirais presque il y a un côté obscur de la force, au sens où je repense à ce que dit Bergson, par exemple, Henri Bergson, au début d'un livre qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais de toute façon aujourd'hui on ne lit plus beaucoup de livres, enfin je veux dire des vieux livres. Non, je plaisante. Bergson, au début d'un livre qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », dit nous, les êtres humains, nous sommes naturellement portés à aimer ceux qui sont proches de nous, ceux qui nous ressemblent. C'est-à-dire que le sentiment ou l'expérience de la fraternité est assez facile à éprouver, c'est une expérience commune, si vous voulez, vis-à-vis, ou plutôt envers, ceux qui nous sont proches, enfin ceux qui nous ressemblent, ou ceux qui vivent à côté de nous. Mais Bergson a cette phrase terrible aussitôt après. Il dit, je le cite de mémoire, il faudrait retrouver la phrase exacte, mais c'est à peu près cela. Bergson dit, cependant, c'est toujours contre l'humanité tout entière que nous commençons par aimer nos proches. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à partir du moment où l'être humain appartient à ce qu'on pourrait appeler une communauté de fraternité, ça va être une communauté de sang, ça va être une communauté linguistique, ça va être une communauté de territoire, ça va être une communauté nationale, ça va être une communauté religieuse, ça va... Cette fraternité a ce double effet, où elle est à double tranchant, c'est pour ça que je parlais de côté obscur de la force, qu'elle me fait aimer beaucoup ceux qui sont comme moi, et en revanche, cultiver une indifférence, voire une hostilité, tout aussi remarquable à l'encontre de ceux qui ne font pas partie de mes semblables ou de mes proches. Ce que veut dire Bergson par là, c'est qu'il y a un pas, je le dis d'une formule en employant l'expression qu'il utilise, il y a un pas entre la fraternité telle que nous pouvons l'expérimenter assez facilement et l'amour de l'humanité. C'est-à-dire quelque chose qui serait véritablement un élan humaniste, c'est-à-dire une capacité de fraternité, mais cultivée à une profondeur éthique bien plus importante que la fraternité à laquelle nous avons ordinairement accès, parce que là, nous nous mettrions à développer ou à éprouver pour l'autre être humain un souci que nous n'éprouvons pas habituellement. Parce que ce souci que nous éprouvons pour l'autre, dans la fraternité ordinaire, eh bien, c'est un souci qui est limité, qui est circonscrit à ceux qui sont proches de nous, que nous sentons proches de nous, encore une fois, par le sang, par la religion, par la nation, etc., etc. Et donc Bergson dit ce qui attend l'humanité en termes d'effort éthique. Il y a un effort éthique qui attend l'être humain, il écrit ça au début du XXe siècle, du point de vue de la fraternité, qui serait de réussir à passer de fraternité particulière, au pluriel, à une fraternité universelle, au singulier. Et alors, si je voulais vraiment être dans l'air du temps, et donc dépayser Bergson et le faire avancer d'un siècle, et dire la chose maintenant, il faudrait dire la chose suivante, il faudrait dire que moi, l'être humain, l'effort éthique qui m'attend, c'est non seulement, comme le disait Bergson, la capacité à élargir mon sens de la fraternité à tout autre être humain, mais à tout le vivant. C'est-à-dire, je le dirais sur un mode écologiste. Je le dirais au bénéfice de la planète. Je dirais, si moi, l'être humain, je revendique vraiment la possibilité éthique, si je nourris l'ambition éthique d'être fraternel, je dois pouvoir apprendre à développer dans mon cœur, puis à développer dans les actes, un souci, un soin,
une considération, si j'étais le Dalai Lama, je dirais une compassion, si je le dis sur un mode plus sociopolitique, un engagement, un service qui est celui de la planète, qui est celui de la cause de tout le vivant, de l'ensemble des vivants. Il faudrait que je me préoccupe non seulement de mes frères et sœurs humains, mais de mes frères et sœurs vivants, et puis de tous les écosystèmes qui aujourd'hui sont en danger. Je veux pas, mon but n'est pas de faire une conférence écologiste, mais je trouvais intéressant de signaler que la fraternité est une expérience qui est à la fois commune et inaccessible. Commune dans ses dimensions les plus ordinaires, et puis inaccessible, ou en tout cas très difficile, parce qu'elle demande, pour nos consciences, pour nos intériorités, un véritable progrès éthique. Et c'est pas la peine d'aller chercher la planète. C'est pas la peine d'aller chercher l'humanité non plus à l'autre bout de la planète. Moi, l'être humain, je peux faire l'expérience assez facilement qu'en dehors de certains cercles, il y a beaucoup de gens dont je ne me soucie pas du tout. Vous voyez ? Bon. Et là où il y a véritablement un revers de la médaille, un côté obscur, un double tranchant de la notion de fraternité, c'est que, et ça nous l'observons dans nos espaces sociaux à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, les fraternités particulières adorent se battre entre fraternités. Vous voyez ? C'est-à-dire que je peux considérer que je fais partie d'une fraternité nationale, exprimée sur un mode nationaliste, belliqueux, guerrier. Je peux estimer que je fais partie d'une fraternité religieuse, quelle qu'il soit, et l'exprimer sur un mode dogmatique, intolérant, etc., et partir en guerre au nom de cette fraternité contre tous ceux qui ne font pas partie de cette fraternité parce que, soi-disant, leur vision du monde, leur manière de penser, leur manière de vivre, leurs lois n'ont pas la même valeur que celle que j'attribue à ma façon de vivre, ma vision du monde, mon sacré, ce que je sacralise, ce que j'absolutise, ce que j'idéalise, ce que j'ai posé au principe ou au fondement de ma société, de ma culture ou de ma civilisation. Donc c'est pas facile de s'engager dans la fraternité. Il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est que c'est un sentiment qui, vous l'avez compris, peut être éprouvé spontanément de manière assez facile, mais qui demande à être cultivé. Si je disais sur un mode un peu lyrico-sentimental, il faut ouvrir nos cœurs. Mais pourquoi ne pas le dire comme ça ? Nous sommes aussi des êtres dotés d'émotions. Hein. On ne va pas vers l'autre uniquement avec son cerveau, sinon on n'irait pas vers l'autre. Et puis, deuxième difficulté, comment est-ce que je vais faire à partir du moment où je me reconnais dans une fraternité pour ne pas considérer que cette fraternité est en guerre contre d'autres fraternités ? Et comment est-ce que nous allons faire fraterniser les fraternités ? C'est ça aussi l'enjeu, des enjeux de la mondialisation. Ce ne sont pas seulement des enjeux économiques, des enjeux politiques, ce sont des enjeux éthiques également. Et c'est ça aussi la difficulté de la notion de fraternité, je dirais, dans le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, c'est que nous avons là véritablement une notion qui est d'un autre ordre que les deux précédentes. C'est pour ça que je parlais de registre au début. Vous voyez ? C'est-à-dire, je m'explique, quand vous dites liberté, égalité, vous pouvez rester dans un registre qui est uniquement politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez fabriquer de la liberté et de l'égalité avec la loi. Vous ne pouvez pas fabriquer de la fraternité avec la loi. C'est-à-dire que dès lors que vous vous mêlez de vouloir créer une société fraternelle, ce qui est quand même l'ambition française depuis qu'on a mis la fraternité à la suite de la liberté et de l'égalité, ça veut dire que vous devez avoir les structures d'éducation propices à faire réaliser à chacun un progrès éthique de fraternité. Un progrès éthique. C'est-à-dire vous élargissez, vous manifestez, peut-être sans le savoir, ou sans avoir tout à fait conscience de la difficulté, vous élargissez nécessairement le périmètre du politique à l'éthique, parce que vous engagez, si vous voulez vous donner les moyens de vos ambitions, vous devez engager la société qui se veut fraternelle dans un progrès éthique. Et c'est en ce sens-là que je pense que c'est une vocation essentielle de l'école. Surtout dans une société multiculturelle comme la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire une société multiculturelle en résonance avec tout ce qu'on a dit précédemment ? Une société multiculturelle, c'est une société, je veux dire de manière caricaturale, mais qui n'est constituée que de petites fraternités particulières. Pourquoi ? Parce qu'elle est constituée de communautés, elle est constituée de cultures, au pluriel, qui ne sont pas les mêmes. Et si on les laisse, comme dirait Rousseau dans le contrat social, si on les laisse à l'état de nature, eh bien, elles n'ont aucune raison, en tout cas, elles ne trouveront spontanément aucune raison d'aller les unes vers les autres.
Elles vivront chacune de leur côté. Ce qui est le modèle multiculturaliste, par exemple, à l'anglo-saxonne. Nous, Français, on a fait un autre choix. Nous, Français, on a fait un autre choix. Et quel est le choix qu'on a fait? On a fait ce choix qui est extrêmement difficile, et je pense qu'on n'est pas à la hauteur. Pour l'instant, on n'est pas à la hauteur. J'espère qu'on va avoir la totalité du XXIe siècle pour enfin mettre la réalité à la hauteur de notre idéal. Notre idéal, c'est de faire fraterniser les gens par-delà les frontières, justement, de la fraternité ordinaire, par-delà les frontières de la fraternité culturelle, par-delà les frontières de la fraternité religieuse, par-delà les frontières de chaque fraternité communautaire. Vous voyez comment on entre petit à petit dans le vif du sujet, c'est-à-dire fraternité et laïcité. Parce que, à quoi sert la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité? Quelle est la vocation? Quelle est la finalité? Quel est le génie de la laïcité? C'est peut-être, si nous savons nous en servir correctement, c'est-à-dire la mettre en œuvre intelligemment, sereinement, hors toute passion mauvaise, mais je fais référence à rien du tout, hein, évidemment, eh bien, c'est la possibilité de s'en servir justement comme ce principe politique qui va offrir à cet exercice de la fraternité, à cette mise en exercice, à cette mise en culture de la fraternité, son cadre propice, sa condition politique idéale. Pourquoi? Comment plutôt? Je passe à la laïcité. Je passe à la laïcité parce que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se doter d'une compréhension, une définition un peu précise de ce qu'est la laïcité, de ce qu'elle ouvre, si elle est censée, comme je viens de le dire, ouvrir quelque chose, ouvrir la possibilité à quelque chose, ou être la condition de quelque chose. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. C'est-à-dire, je vais définir la laïcité d'une manière telle qu'on comprendra, me semble-t-il, un peu mieux en quel sens elle est la condition de la fraternité. Et je vais le dire en sens inverse. Et je crois que nous, en tant que pédagogues, il est dans l'école, quelles que soient nos positions dans l'école ou dans la formation, on sache le porter comme tel. Je vais essayer de montrer en quel sens, je le dis en sens inverse, hein, c'est-à-dire j'ai dit la laïcité comme condition de la fraternité, en quel sens la fraternité est le bénéfice de la laïcité. Ça a été, alors là c'est vraiment l'inspecteur général qui parle, l'inspecteur général qui travaille sur ces questions depuis un petit moment. Ça a été vraiment notre souci depuis des années et des années et des années. On ne peut pas dire qu'on a réussi, mais on peut dire qu'on persévère. Notre souci a été de faire valoir une chose en apparence très simple, mais qu'il est très difficile de faire passer, c'est que la laïcité est au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est extrêmement difficile parce que, vous le savez comme moi, j'emploie l'expression depuis un petit moment, il y a dans notre société au-dessus de la laïcité une espèce de nuage noir. C'est-à-dire qu'elle s'est acquise, la pauvre, une très méchante réputation. Hein, il est très difficile de faire reculer dans un certain nombre d'esprits la conviction que laïcité égale anti-religion. Il est très difficile de faire reculer dans certains esprits le préjugé que la laïcité est liberticide, par définition philosophique et historique. Vous voyez ? Et je pense que... enfin, je pense... ce que je pense, on s'en fout. Je sais, parce que j'en ai été un des acteurs et je continue d'en être un des acteurs, je sais que l'école fait tout pour dissiper, en tout cas au-dessus de sa tête à elle, pas à s'occuper de ce qui se passe dans le reste de la société, mais ce nuage noir, c'est-à-dire pour être capable, en pédagogue, de porter l'intelligibilité concrète, l'intelligibilité sensible de ce service rendu par la laïcité à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Alors là, aujourd'hui, notre champ de réflexion, il est plus circonscrit. C'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer quel est le service rendu par la laïcité à la liberté, à l'égalité. Je vais me concentrer sur la fraternité. Mais je pense que je dirai au passage un certain nombre de choses qui éclaireront dans ce sens-là le lien de service entre la laïcité comme principe et la liberté et l'égalité comme bénéfice concret. L'institution de la laïcité en France a une longue histoire. Je ne suis pas historien.
Mes amis historiens me disent en général, à moi le philosophe, ils me disent, mais vous les philosophes, quand vous parlez de l'histoire, on ne peut pas vous faire confiance parce que vous chaussez vos bottes de 7 lieues. Hein, vous êtes tellement idéaliste que vous prenez quelques petits éléments qui vous intéressent et puis vous faites une espèce de, vous reconstruisez une espèce de grand récit. Bon. Alors, donc je ne suis pas historien, mais si je me concentre sur l'institution de la laïcité de l'État par la loi du 9 décembre 1905, ça suffira à mon propos de philosophe. Qu'est-ce qui se passe en 1905? Qu'est-ce qui se passe avec cette séparation? Quand on utilise le mot de séparation, a priori, on est mal barré. C'est-à-dire que le mot de séparation, spontanément, il n'est pas très positif. Et pourtant, quel paradoxe! C'est-à-dire qu'en séparant, on réunit. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. En quel sens est-ce qu'en séparant, on réunit? En séparant les églises de l'État, on enlève aux religions avec église ou sans église. Y a-t-il des religions sans église? Petite parenthèse, y a-t-il des religions sans clergé? Moi, dans une autre vie, passée et présente, je suis un spécialiste de l'islam. On dit souvent l'islam, c'est une religion sans clergé. Je suis absolument désolé, mais dans l'islam, il y a un clergé. Il y a un clergé chiite et il y a un clergé sunnite. Bon, ceux qui sont intéressés par la question peuvent aller le vérifier. Mais avec la séparation, qu'est-ce qui se passe? Je reste sur mon objet. Avec la séparation, voilà qu'est enlevé aux églises, mais aux religions, tout pouvoir politique, c'est-à-dire tout pouvoir d'imposer une loi religieuse dans l'espace public, tout pouvoir légal, et donc est légitime, d'imposer une loi religieuse dans l'espace public, d'imposer ou d'interdire à quiconque une croyance. Et par la même séparation, de façon complémentaire, voilà qu'est enlevé à l'État tout pouvoir légal, tout droit d'interdire ou d'imposer quoi que ce soit à quiconque, citoyen, en matière de conviction existentielle. C'est-à-dire, par cette séparation, que vous soyez athée, agnostique ou croyant, voilà que vous jouissez désormais de la garantie des mêmes droits et devoirs. C'est-à-dire que, en régime de laïcité, il n'y a pas de citoyens de première classe et de citoyens de seconde zone. Si vous faites partie d'une minorité religieuse, vous n'avez plus aucune peur à avoir d'être discriminé, d'être stigmatisé, d'être ghettoisé, etc., etc. Et si vous faites partie de la conviction dominante, cela ne vous donnera aucun privilège. Donc la laïcité, c'est la garantie égale pour chacun et pour tous qu'aucune discrimination et aucun privilège n'auront plus cours dès lors que, pour imposer cette discrimination ou pour imposer ce privilège, ni l'État ni une religion, quelle qu'elle soit, n'ont plus de possibilité légale, c'est-à-dire de droit, de le faire. En ce sens-là, selon la continuité, la logique, le génie d'un très long cycle historique, qu'est-ce qui se passe avec l'institution de la laïcité en France? On va au bout de la logique démocratique entièrement explicitée. C'est-à-dire que le programme des Lumières visant à faire naître le citoyen démocratique comme un individu qui pense par lui-même, se trouve réalisé in fine, ce programme des Lumières qui date de la fin du XVIIIe siècle, se trouve réalisé in fine par cette loi de laïcité, au sens où celle-ci va donner à chaque citoyen la condition objective de ne pas être inquiété pour ce qu'il peut penser par lui-même. Vous comprenez? Et lorsque Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, disait oui, mais l'homme, en 1784, oui, mais l'homme est trop lâche pour penser par lui-même, il préfère la servitude volontaire. Kant parlait de la condition subjective de la capacité à penser par soi-même. Moi, l'être humain, si je veux être capable de penser par soi-même, il faut que je me prenne d'abord par la peau des fesses. Il faut que je fasse marcher mon esprit critique. Il faut que j'aiguise mon discernement. Penser, c'est dire non. Il faut que je lise, il faut que je m'informe, etc. Ça, c'est ma responsabilité.
Mais si j'ai en face de moi un État qui ne remplit pas sa part de responsabilité à lui, pour que je puisse penser par moi-même, la condition subjective sera remplie, mais la condition objective continuera de manquer. Et la condition objective, là voilà, elle est dans la laïcité. Elle n'est pas que dans la laïcité, mais elle est très fortement dans la laïcité, puisque là, il en va directement de la liberté de penser par soi-même, puisque dès lors, grâce à cette loi de la laïcité de l'État, cette institution de la laïcité de l'État, il n'y a plus en face de moi, le citoyen, d'autorité légitime, Jaurès dirait, de fondement surnaturel, qui obligerait ma raison, et qui obligerait au-delà de ma raison le logos humain, qui veut faire son travail dans la démocratie pour que ce soit vraiment le gouvernement des hommes par les hommes, et qui nous empêcherait de faire tout cela au motif que quelque chose de sacré, quelque chose de transcendant, serait à obéir pour nos raisons et pour nos consciences. Vous voyez ? Voilà. Donc, à partir du moment où on explique ça, il faut prendre le temps de l'expliquer. La pédagogie, c'est de l'explication. On a tous été, je pense qu'il y en a pas mal dans cette salle qui ont été professeurs. Moi, j'étais professeur de philosophie pendant 20 ans. La pédagogie, c'est la patience. C'est la répétition. C'est le prof qui dit « Ah, ça m'énerve, je l'ai déjà dit tellement de fois. Il faut qu'il change de métier. » Bon, ça, on le dit tous, évidemment, parce qu'il y a des moments où on en a marre, comme tout le monde, mais voilà. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on répète, qu'on soit capable de répéter collectivement, de manière cohérente, de manière homogène. Je ne suis pas en train de dire de répéter tous tout le temps la même chose, mais que de manière solidaire, comme un élément de notre culture professionnelle commune, de notre culture intellectuelle commune, de notre culture politique commune, on soit capable de porter ensemble cette intelligibilité-là de la laïcité. Pourquoi ? Je reviens après la pub. Pourquoi ? Notre objet du jour, c'est la fraternité. Comment est-ce que je peux me sentir proche de l'autre, qui n'a pas la même conviction existentielle que moi, si j'ai peur ? Et pardon, mais dans tout État qui n'est pas démocratique, dans tout État qui n'est pas le gouvernement des hommes par les hommes, dans tout État qui n'est pas laïque, c'est-à-dire où l'État peut être le bras armé d'une religion, et où une religion peut avoir un bras armé dans l'espace public, je peux vraiment avoir peur. Je peux vraiment avoir peur. Je peux vraiment avoir peur de l'État, je peux avoir peur de la religion en question, mais je vais avoir peur de l'autre aussi dans l'espace public à partir du moment où il n'a pas la même conviction existentielle que moi. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas de garantie que sa conviction ne va pas devenir dominante, et quand je dis dominante, c'est-à-dire autoritaire, c'est-à-dire intolérante. Dans des sociétés multiculturelles où il y a, de manière, parce qu'elle s'est constituée historiquement, il y a une majorité de croyances et il y a des minorités. Vous croyez que les minorités dorment tranquilles ? Est-ce qu'on va faire ensemble le tour, là, des pays du monde dans lesquels les minorités religieuses sont, je vais dire pour être gentil, discriminées ? Si ce n'est pourchasser, etc., voire éliminer. Bon. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais que la laïcité est une condition de la fraternité. Et non seulement, je dirais, in abstracto, mais ici et maintenant, in situ, dans cette société multiculturelle qui est la nôtre. Comment voulez-vous faire vivre ensemble des gens dans une société française qui est aussi diverse que la nôtre, si rien ne vient désamorcer les conflits entre les communautés et les conflits entre les fraternités. C'est-à-dire donner la garantie, en l'occurrence, donner la garantie à tous que l'espace public est un espace sécurisé pour la relation à l'autre, un espace sécurisé pour la relation à la différence de l'autre. Et sécurisé par quoi ? Sécurisé justement par la garantie laïque que personne ne viendra m'inquiéter parce que j'ai une conviction qui est une conviction différente. Alors, en réalité, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une explicitation possible, enfin un début d'explicitation de ce que je vous promettais au départ, à savoir le service rendu par la laïcité à la fraternité.
Ça, c'est pour la théorie heureuse. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe que dans nos esprits idéalistes. Je suis en train de vous dire que... Je suis en train de te dire... Moi, je tutoie un auditoire de 250 personnes sans problème. Non, je suis en train de vous dire que ça nous engage, et qu'au long cours, cette loi, elle date de 1905, et ça nous engage d'une façon telle que nous pouvons encore considérer aujourd'hui que nous n'avons pas égalisé la réalité sociale à la hauteur de l'idéal. Et que d'une certaine façon, tout reste à faire ou tout reste à refaire et tout est à recommencer, pour tout un ensemble de raisons que je vais exposer. Déjà en 1905, c'était pas facile. Déjà en 1905, entre le principe et la réalité, il y avait un grand écart. Pourquoi il y avait un grand écart, déjà, en 1905 ? Je vais passer rapidement sur cette dimension historique, mais je voudrais quand même vous rappeler que l'accouchement a été difficile. Pourquoi ? Parce que, eh bien, d'un côté, les églises se sont senties terriblement vexées par la laïcité. Parce que c'était la première fois depuis des millénaires, quand je dis la première fois, je parle de la modernité. La modernité en Occident, la modernité de la sécularisation, pour la première fois depuis des millénaires, a demandé à la religion de revoir son périmètre. Pour la première fois, elle a demandé à une religion de considérer qu'elle n'était plus le centre ou le moteur de l'histoire, le centre de ressources intellectuelles, morales et spirituelles de la société et de la civilisation, mais qu'elle était seulement une référence culturelle parmi d'autres. Désormais aux côtés de la science, désormais aux côtés de la philosophie, désormais aux côtés de la démocratie, c'est-à-dire d'un gouvernement, comme je disais tout à l'heure, des hommes par les hommes. Donc la laïcité a été ressentie d'emblée de manière extrêmement violente du côté religieux. Même si un certain nombre de religieux catholiques ont été, à l'inverse, soulagés par l'institution de la laïcité, parce que depuis des siècles, ils mettaient en garde la religion catholique contre sa tentation de n'exister plus que comme une institution de pouvoir, au lieu d'être, selon le message évangélique, une ressource spirituelle. Mais en tout cas, la réception a été problématique. Et puis, la laïcité a excité également beaucoup d'agressivité du côté de l'anticléricalisme, qui s'est saisi de la laïcité comme le moyen, enfin l'occasion historique de régler son compte à la religion, de régler leur compte au clerc, etc. Dans une époque qui était une époque encore très largement positiviste, scientiste, rationaliste, où les esprits les plus éclairés, les esprits qui se pensaient les plus modernes se disaient « ça y est, on est enfin en train de sortir de la religion en réglant leur compte à tout ce cortège de superstitions, d'obscurantisme, de bêtises imaginaires, si vous voulez. Ce que Kant et Nietzsche avaient exprimé sur un mode plus élaboré du côté de la philosophie. Bon. Voilà. Donc, oui, en principe, la laïcité est principe de concorde. C'est encore la tâche qui nous attend de la faire fonctionner comme un principe de concorde, c'est-à-dire selon son propre génie. Mais dès le départ, ça n'a pas été facile, comme je viens de vous le montrer très rapidement. Parce que dès le départ, elle a été saisie comme un instrument de guerre par un certain nombre de camps ennemis, ce qu'on appelait à un moment donné la guerre des deux France. Bon. Et puis, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de société, alors sans parler d'une crise de civilisation, ce que j'ai abordé par exemple dans mon livre sur les tisserands, mais là, restons à l'échelle de la société française. On est dans une crise de société qui est une crise sur tout un ensemble de plans, une crise multifactorielle. Et quel est le résultat de cette crise multifactorielle ? Elle rend, pardon de le dire de manière peut-être aussi pessimiste, déjà qu'on est en ce moment un peu accablé, elle rend à peu près impossible le rêve de fraternité. Et ce faisant, elle menace la laïcité de rester une abstraction contre laquelle vont s'exciter tout un ensemble de ressentiments, parce qu'on ne réussit pas à comprendre, dans la situation actuelle, quel est le service qu'elle peut rendre concrètement à une fraternité qu'on ne voit nulle part.
Je m'explique. Fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est beau. Mais c'est où? Mais c'est quand? Jamais les clivages économiques dans notre société n'ont été aussi importants. Dans notre société aujourd'hui, il y a des territoires qui concentrent toutes les relégations, toutes les misères, toutes les difficultés. Il n'y a là que des prolétariats, je le dis sans mépris, je le dis au contraire avec compassion, que des prolétariats qui n'ont rien, aucun capital économique, aucun capital culturel, aucun capital qui permettrait aux enfants de ces territoires, qui sont très souvent d'origine immigrée, de se sentir réellement appartenir à la société française. Cette séparation sociale, cette création dans notre société de ghettos de pauvres et de ghettos de riches, parce que ça marche dans les deux sens, ce qu'on a appelé la sécession des élites. Ségrégation des uns, ségrégation des pauvres, sécession des élites. On parle de fraternité? Et ensuite, nous, l'école, on va prendre notre bâton de pèlerin, la bouche en cœur, et on va aller dire laïcité. Et on va dire laïcité au service de la fraternité, et on va espérer être compris, être cru, sur parole, sur la foi de notre bonne mine. Comment est-ce qu'on peut être aussi idéaliste, naïf et coupé de la réalité? Les exemples, vous les connaissez tous. Je suis sûr que dans la région, des exemples, vous pouvez en prendre à satiété. Hein? Vous êtes aux environs de Paris. Je parle de l'école, là. Vous êtes aux environs de Paris. Les parents qui ont de l'ambition pour leurs enfants, ils habitent de l'autre côté du périph', ils veulent les mettre dans le 12e ou dans le 13e. Les gens qui ont des ambitions pour leurs enfants, ils habitent dans le 12e ou dans le 13e, ils veulent les mettre dans le 5e. Ils habitent dans le 5e, ils veulent les mettre à Henri IV ou à Louis le Grand. Et ils le font. Et petit à petit, on crée une école à deux vitesses. Fraternité? Ah, mais monsieur, vous n'avez pas entendu parler de la méritocratie républicaine? Ah oui, pardon, je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'ai complètement oublié. C'est vrai, vous avez raison. Il y a quelques damnés de la terre qui s'en sortent. C'est vrai, il y a quelques damnés de la terre qui s'en sortent. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si nous ne nous préoccupons pas, là où nous sommes, comme disait Martin Buber, le philosophe Martin Buber, disait toujours « agis là où tu es ». Ne rêve pas de transformer le monde, la société, agis là où tu es. Cherche là où tu es des leviers de fonctionnement. Si nous ne préoccupons pas, là où nous sommes, de réduire l'écart entre l'idéal et la réalité, de faire en sorte que la réalité ne soit plus le démenti cruel de l'idéal républicain, alors là, je pense que nous aurons fait avancer conjointement la fraternité et la laïcité. Là, nous nous serons remis en capacité d'expliquer que, effectivement, la laïcité peut être un service rendu à la fraternité. Deuxième facteur, là je parlais des clivages économiques. Deuxième facteur qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être crédibles au moment où nous parlons de fraternité. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? La fraternité, c'est un idéal éthique, c'est un idéal humaniste, c'est un idéal politique. C'est quelque chose qui peut nous associer dans un sentiment d'appartenance politique. Nous sommes associés aujourd'hui dans un sentiment d'appartenance politique. Quelle est l'appartenance qui nous unit aujourd'hui? C'est l'appartenance subie à la masse consumériste, à la masse laborieuse et consumériste. Où est la fraternité là-dedans? Hannah Arendt disait déjà dans La condition de l'homme moderne, on a transformé l'être humain en animal laborans, en animal travailleur. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire en vache à lait, c'est-à-dire en instrument d'un système qui est fondé sur le profit, à partir de là qui est fondé sur la performance,
et qui va vous donner dans la société non pas la place à laquelle vous allez pouvoir être vraiment vous-même, mais la place à laquelle vous allez pouvoir produire le plus, sécréter le plus de richesses pour le système. Et si vous n'y arrivez pas, on vous met tout en bas de l'échelle sociale. Et si vous y arrivez bien, on fait de vous un des gagnants de la compétition collective. Fraternité. Nous, Français, nous, républicains, on parle de fraternité dans ce contexte-là ? Mais il faudrait retrouver l'esprit du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire il faudrait vraiment que si nous voulions être à la hauteur de la France, c'est-à-dire à la hauteur de nos idéaux, il faudrait vraiment entrer en résistance contre cet ordre généralisé qui sépare les gens. Qui sépare les gens en ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Et qui consomment tous la même chose. Aujourd'hui, elle est où la communauté d'appartenance ? La communauté d'appartenance, elle est nationale, elle est républicaine, elle est là la communauté d'appartenance. On est potes sur Facebook. On essaye tous d'acheter le même appareil. C'est la réalité quotidienne. On a tous dans l'esprit les mêmes standards de consommation, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine des films, on essaye tous de s'abonner à Netflix, etc., etc. Et nous, on est en train d'essayer de parler de fraternité dans ce contexte. Waouh, c'est très difficile. Je ne suis pas en train de dire ça sur un mode, c'est pas mon genre d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire ça sur un mode aigri, désespéré, etc. Pas du tout. Mais je crois que si nous voulons continuer à parler de fraternité et à agir dans la direction de la fraternité, il faut avoir conscience du coefficient de l'adversité, c'est-à-dire de ce à quoi on est vraiment confronté. Alors oui, on est aussi confronté, on adore être confronté à ça dans notre société française, on est confronté à l'islamisme. Ouh, le méchant islamisme. Oui, il y a de l'islamisme dans l'islam. Je vous le dis en tant que spécialiste de l'islam, je l'ai écrit je ne sais pas combien de fois, lisez ma lettre ouverte au monde musulman. L'islam, aujourd'hui, est rongé par un cancer qui s'appelle dogmatisme, qui s'appelle intolérance, etc., etc. Bon, quand je dis ça, en même temps, j'essentialise. Le monde musulman, c'est 1,4 milliard d'êtres humains. Donc il y a de tout, évidemment. Il n'empêche que c'est une civilisation, c'est une culture, c'est une religion qui a rendez-vous, comme je l'avais écrit dans ce livre et dans d'autres, avec ses démons. Je dirais qu'ils sont les démons pérennes du religieux, quels qu'ils soient. Hein ? C'est-à-dire cette tentation, parce qu'on est fasciné par son propre sacré, parce que le sacré, c'est ce qui exerce sur l'esprit humain la plus dangereuse des fascinations, la plus puissante des fascinations, on est tellement fasciné par son propre sacré qu'on pense qu'on a la vérité, à partir de là, on blind, et on se dit que tout le reste est relatif par rapport à ça. La loi de la République, mais monsieur, moi j'aime beaucoup la loi de la République, j'aime beaucoup la France. Enfin moi, la charia, c'est la loi religieuse. Vous comprenez pas la différence ? La loi religieuse, c'est une loi divine. Ouh. Donc oui, ça existe. Ça existe, c'est-à-dire cette conviction, qui n'est pas toujours méchante d'ailleurs, c'est ce qu'on appelait nous autrefois en France, parfois la foi du charbonnier, vous voyez ? Mais cette conviction, alors qui n'est pas toujours méchante, mais des fois très 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 méchante, qui peut même devenir terroriste, qui peut se radicaliser, cette conviction qu'on porte la vérité. Voilà. Et qu'on ne peut vivre sans concession. On ne fait pas de concession. Parce qu'on ne peut vivre que selon cette vérité. Comme le disent les frères musulmans, le Coran est notre constitution, point barre. Bon. On est confronté à ça aussi. Et donc, là, comment on fait pour parler de fraternité ? Comment est-ce qu'on fait pour fraterniser avec celui qui ne veut pas du tout fraterniser ? Il s'en fout de fraterniser. Je ne parle pas seulement de l'islamiste. Hein. À quoi est-ce qu'elle est confrontée, notre modernité, aujourd'hui ? Du côté des juifs orthodoxes, du côté d'un certain nombre de mouvements évangéliques. Elle est confrontée, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, cette modernité, elle est confrontée au retour d'un religieux extrêmement dur, extrêmement virulent. Le premier qui nous avait averti de ça, c'était Michel Foucault, quand il avait été voir la révolution iranienne. Il avait dit, oulala, là-bas, ils sont en train de reconnecter le religieux et le politique.
Ils seront en train de refaire du théologico-politique. Ce dont nous, Occidentaux, je le cite de mémoire, ce dont nous, Occidentaux, nous avions oublié jusqu'à la possibilité même, tellement nous sommes sécularisés. Il dit pour l'instant, et il ajoute ça, Foucault, je l'ai encore cité dans un article il y a quelque temps, il dit, pour l'instant ça nous fait rire, mais bientôt ça nous fera plus rire du tout. C'était vraiment prophétique. Et en l'occurrence, c'est la mauvaise nouvelle pour la modernité. C'est-à-dire la modernité, l'histoire de la modernité telle que nos penseurs de la sécularisation nous l'avaient écrite, l'histoire de la modernité, j'ai bientôt fini, l'histoire de la modernité comme on laisse la religion derrière nous, ce sont les vieilles lunes du passé, on va entrer dans un âge rationnel, on va fabriquer de la civilisation avec du politique et du scientifique et du technologique, on n'aura plus besoin du sacré, etc., etc. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Et les musulmans, avec leur présence en France, avec leur foi si puissante, avec leur foi si indéracinable, de quoi est-ce qu'ils nous avertissent ? Ils nous avertissent de ça. Ils nous avertissent du fait qu'il y a quelque chose qui est à repenser dans le processus de sécularisation. On n'en a pas fini. Comment est-ce qu'on pouvait penser qu'en un siècle ou un siècle et demi, on en finirait avec la religion qui a structuré dans toutes les civilisations du monde la vie entière de l'humanité? On pensait qu'en 100 ans, on allait laisser ça derrière nous? Ben non. La religion, elle revient pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est-à-dire comme ressource spirituelle, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont besoin de se référer à une transcendance qui s'appellerait Dieu, pour ceux qui ont besoin d'une règle religieuse, qui ont besoin de cérémonies, qui ont besoin de rites, qui ont besoin de rituels, et ça, si je suis athée, je ne vois pas au nom de quoi je considérerais que c'est une manière infantile de conduire sa vie, parce que moi aussi j'ai un besoin spirituel, c'est-à-dire un besoin de me dépasser, un besoin de me relier à plus grand que moi-même. Alors je ne vais pas nécessairement l'exprimer de manière religieuse, mais c'est tout à fait non seulement respectable, mais c'est profond. Donc il y a du profond du côté du religieux. Il n'y a pas que de l'opium du peuple, comme disait Marx, ou de l'illusion vitale, comme disait Freud, ou des arrière-cours métaphysiques, comme disait Nietzsche. Et puis la religion revient pour le pire, avec ce qu'elle sait faire de pire depuis longtemps. Et ce qu'elle sait faire de pire, c'est le repli sur soi, le rejet de l'autre, l'intolérance, la prétention à détenir la vérité, l'incapacité à se remettre en question, les masses prisonnières des clercs, les masses qui se rendent prisonnières elles-mêmes, comme le dit mon ami l'universitaire tunisien Yad Ben Achour, grand constitutionnaliste tunisien, qui était un des auteurs de la dernière constitution tunisienne. Il dit, dans le monde musulman, aujourd'hui, il y a une orthodoxie de masse, ce qu'il appelle une orthodoxie de masse. C'est-à-dire, il dit, l'orthodoxie, c'est-à-dire la rigueur de la loi religieuse, elle est moins portée par les imams, les clercs, les savants, les ulémas, etc. Elle est portée par la masse elle-même. La masse elle-même, c'est-à-dire le jugement social. Chacun est juge de l'islam de l'autre. Et donc ça fait une société dans laquelle les gens étouffent. Voilà. Et ce sont des choses qu'on peut retrouver dans une certaine mesure, à certains égards aussi, aujourd'hui dans la société française, dans un certain nombre de milieux musulmans. Mais pas seulement musulmans. Pas seulement musulmans. La rigidification, le repli sur soi, la peur de l'autre, voire la haine de l'autre, sont des choses qu'on retrouve aussi ailleurs. Moi, ce que j'entends dans notre société, étant donné les facteurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est bien davantage des pulsions de peur, des pulsions de défiance, des pulsions de haine aussi. Aujourd'hui, on peut mettre le mot de haine au pluriel, que quelque chose qui serait une véritable éducation à la fraternité, et une véritable disposition à la fraternité, c'est-à-dire à la connaissance de l'autre, à la reconnaissance de l'autre, à la prise de conscience que derrière les réponses qui sont différentes que nous pouvons apporter à quelques grandes questions, nous sommes humains, il y a nous pouvons nous retrouver sur nos questionnements essentiels. Nous pouvons nous retrouver sur nos questionnements essentiels. À quoi je veux dédier ma vie? Comment est-ce que je veux élever mes enfants? Vous voyez, aujourd'hui, il y a tout un débat sur les mamans voilées dans l'école. Là, je ne vais pas vous dire tout de suite, alors il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, notre institution l'a très bien fait. Vous pouvez le trouver dans le vadémécum de la laïcité, etc. Moi, en tant que philosophe, là, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Une maman musulmane voilée, c'est d'abord une maman. Ça veut dire quoi que c'est d'abord une maman? Ça veut dire, et c'est en ce sens-là que je peux ressentir une fraternité envers elle. Mais moi aussi, je suis une maman. Moi aussi, je suis un papa. C'est-à-dire, je veux le meilleur pour mes enfants.
Je ne suis pas une machine à l'endoctriner, mon fils. Pourquoi elle, je devrais partir du principe que c'est une machine à l'endoctriner? J'ai le souci de lui donner un certain nombre de valeurs, etc., etc. Donc, si nous pouvions, si nous savions nous servir de cela pour engager le dialogue et pour aller ensuite vers les sujets qui fâchent, au lieu de nous précipiter tout de suite sur les sujets qui fâchent, c'est-à-dire sur nos convictions qui nous opposent, reprendre conscience de notre humanité commune, reprendre conscience que ce que nous avons en commun est beaucoup plus essentiel et beaucoup plus existentiel que ce qui nous sépare. Mais ça suppose un effort éthique, ça suppose un effort spirituel, c'est-à-dire de surpassement, de dépassement de soi. Vous voyez ? Spirituel, évidemment, là je le dis dans un sens qui n'a rien à voir avec le religieux. Bon, donc, si vous voulez, conclusion. Finalement, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, moi je m'en suis rendu compte en préparant ce que je vous avais préparé. Au fil de l'intervention, j'ai un peu renversé le postulat de départ. Mais ça fait pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti de l'idée qu'on a thématisé que la laïcité était une condition de la fraternité. Et finalement, en expliquant la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui avec la fraternité, je me suis retrouvé à vous expliquer que la fraternité était une condition de la laïcité. C'est-à-dire, c'est peut-être pas tellement parce que nous manquons de laïcité que nous manquons de fraternité, mais c'est parce que nous manquons de fraternité que nous manquons de laïcité. Voilà, je vous remercie. La parole est à la défense. Pas de questions, pas de réponse. Hein. 1, 2, si, il marche. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez posé une question, comment fraterniser avec celui qui ne veut pas fraterniser ? Il y a certainement quelque chose à repenser dans la sécularisation. Est-ce que vous pouvez développer ? S'il vous plaît. C'est vraiment l'oral. Hein. Vous avez combien d'heures devant vous là ? Vous faites quoi ce soir ? Non, je plaisante. La deuxième question, repenser dans la sécularisation, ça, si ça ne vous dérange pas, je ne l'aborde pas là maintenant. J'ai écrit aux éditions de la Découverte, dans une collection dont j'adore le nom, c'est Les empêcheurs de penser en rond, un livre qui s'appelle « Comment sortir de la religion », dans lequel je thématise exactement ce type de questions. À une précision près, j'avais mis un point d'interrogation et l'éditeur l'a enlevé. Donc du coup, ça devient, on peut avoir l'impression que c'est un titre de recette. Comment sortir de la religion ? Alors que moi, c'était une question parce que je me dis, dans le passage entre les époques religieuses et la modernité et la post-modernité, on est un peu comme Bill Murray, c'est-à-dire on est lost in translation. Vous voyez ? Donc c'était le point de départ de la réflexion. Ensuite, comment fraterniser avec celui qui ne veut pas fraterniser ? Bon, eh bien, à certains moments, on a un outil qui est le seul recours, c'est la loi. Tout simplement. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir que concerne l'État, je vais le prendre par le bout que j'abordais au départ, si vous voulez. Quand je disais, grâce à la loi de séparation, la religion n'a plus le droit d'interdire ni d'imposer quoi que ce soit et l'État n'a plus le droit d'interdire ni d'imposer quoi que ce soit en matière de conviction existentielle. Mais l'État a le droit de faire respecter a le droit et le devoir, la responsabilité hyper régalienne, de faire respecter la liberté, l'égalité et la fraternité. Hein, c'est-à-dire que face à tout ce qui serait de l'ordre de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de tout ce que vous voulez, qui serait attentatoire à la dignité de l'autre, à la sécurité de l'autre, à la liberté de l'autre, etc., l'État doit intervenir. Donc,
si vous voulez, c'est la loi qui doit répondre avec celui qui ne veut pas fraterniser. Maintenant, ça n'empêche pas d'essayer, et ça nous devons le faire dans l'exercice, nous, de nos responsabilités, d'ouvrir tous les espaces de dialogue possibles. Je ne dois pas, moi, partir du principe que l'autre ne veut pas fraterniser ou ne veut pas discuter. Il faut que je le vérifie par l'expérience. Traduction concrète, il faut que je l'invite dans mon bureau. Vous voyez ? J'ai en face de moi un élève qui ne veut pas entendre qu'il doit enlever son signe ostensible. J'ai en face de moi un parent d'élève qui lui aussi manifeste d'une manière ou d'une autre une opposition farouche à la laïcité de l'école. Je n'ai pas spontanément à lui lancer l'anathème, je dois l'inviter pour discuter avec lui, dialoguer avec lui, approfondir le dialogue. Ça prendra le temps que ça prendra. Souvent, dans l'exercice de nos métiers, c'est aussi ça qui nous handicape. C'est-à-dire qu'on a 1000 choses à régler, celle-ci parmi d'autres, mais je dois absolument prendre le temps de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'à ce que, le cas échéant, s'il n'y a pas d'autre recours, eh bien, ça doit se régler par la loi. À partir du moment où il y a entorse à la loi, eh bien, je dois prononcer, je suis fondé, dans l'exercice de ma responsabilité, à prononcer une sanction. Voilà. Mais, encore une fois, notre premier travail, c'est le travail de la pédagogie. Vous voyez ? Moi, par exemple, je vais vous dire les choses de manière un peu plus concrète. Alors ça, c'est peut-être le côté philosophe un peu idéaliste, mais j'ai beaucoup de mal à croire que, definitely, l'autre ne veut pas fraterniser. Je pense qu'au départ, étant donné le climat de défiance, étant donné les préjugés qu'il peut avoir, étant donné les a priori qu'il peut avoir, étant donné les malentendus qu'il peut y avoir entre nous, étant donné la différence culturelle qu'il peut y avoir entre lui et moi, oui, spontanément, il peut ne pas vouloir fraterniser. Mais je me dis que si je fais avec lui, si je l'invite à faire avec moi, le plus possible ce trajet pour essayer de nous comprendre, j'aurais pas besoin peut-être d'aller jusqu'à la loi. Mais regardez, je ne vais pas faire mon Hartmut Rosa, mais le temps s'accélère, tout s'accélère. Est-ce que nous avons la maturité éthique et politique et spirituelle aujourd'hui dans nos sociétés d'ouvrir tous les espaces de dialogue dont nous aurions besoin pour régler vraiment nos affaires ? Au lieu de laisser enfler tout un ensemble d'abcès, au lieu de régler les choses dans l'urgence, au lieu de les faire à moitié, etc. etc. Ça nous engage, si vous voulez, cette réflexion, bien au-delà de la question de la laïcité. Comment est-ce que nous donnons les moyens de fraterniser en ouvrant suffisamment d'espaces de collégialité, de collaboration, etc. Quel est l'état aujourd'hui, par exemple, de la relation professionnelle à l'école, dans une entreprise, dans la vie de tous les jours ? En plus avec les masques. Alors là, voilà, c'est très difficile. Oui, j'ai une question. Je voulais vous demander comment vous pensez qu'on peut fraterniser avec les plus vulnérables. En plein confinement, je regardais France 5 et je vous vois chez Karim Rissouli et vraiment, c'était pas forcément le meilleur moyen de passer au-delà du confinement. Et le sujet, et c'était sur la fraternité. Et vous disiez, si je me trompe, je peux me tromper. Dans ce cas-là, je vous prie de m'excuser. Mais le pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, qui travaille en plus toute la journée, qui rentre avec ses préoccupations chez lui, qui est écrasé par ses conditions de travail, il n'est pas disponible à la fraternité. Moi, je suis disponible à la fraternité parce que j'ai ce luxe de pouvoir être disponible à élargir mon cercle et à aller au-delà de mon cercle. Mais quelqu'un qui est écrasé par ses conditions de travail, il ne peut pas aller au-delà de son propre cercle. À peu près, pour ce que j'ai un peu compris. Et la question que je vous pose, c'est comment réussir à être ressenti comme fraternel par les personnes les plus vulnérables sans que ces personnes aient l'impression, qu'on parle à leur place, qu'on parle, entre guillemets, que c'est un peu comme Rancière, qu'on parle à la place du pauvre. Et deuxième chose, comment ne pas se tromper, parce que si je me souviens bien, il y a eu comme un commentaire de quelqu'un, alors que vous disiez il est normal que le vulnérable ait peur, quelqu'un a commenté en disant mais vous êtes riche, enfin vous êtes bien portant, vous êtes en forme, vous êtes jeune. Il faut, c'est ce qu'il écrivait, et il faut comprendre que le vulnérable ait peur. Donc comment on fait à la fois pour parler aux vulnérables et ensuite comment on fait pour que ce qu'on dit vraiment, ce que vous avez dit vraiment soit compris. Voilà.
Ce qui est encore plus important quand on est dans un cadre scolaire avec les parents d'élèves, par exemple. Oui. Alors, deux choses, ce sont des vastes sujets. La première chose, c'est que on peut essayer d'agir au secours du vulnérable, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter que les vulnérabilités se développent ou s'aggravent dans notre société, hein ? C'est-à-dire que, comme pour tout un ensemble d'autres, je dirais, politiques publiques ou d'autres engagements, si on n'est que dans le curatif, on oublie d'être dans le préventif. Donc comment est-ce qu'on va faire en fonction de tout ce que j'ai évoqué là pour qu'il y ait moins de situations de vulnérabilité, premièrement. Deuxièmement, et d'ailleurs c'est une façon de répondre au premier point que je soulevais, nous avons un formidable outil qui s'appelle l'école. Moi, en tant que prof, je n'ai pas l'impression de parler à la place du vulnérable. J'ai jamais eu, en tant que prof, l'impression de parler à la place du vulnérable, de lui ôter la parole. J'ai eu, au contraire, l'impression que grâce à l'école, j'avais tout un ensemble de leviers pour faire en sorte que le plus vulnérable puisse être dans une véritable logique d'émancipation. Voyez, avec toutes les limites que je reconnaissais tout à l'heure à la méritocratie. Hein, voilà. Mais n'intériorisons pas non plus l'idée que, de manière fatale ou mécanique, à chaque fois qu'on va faire un geste envers le vulnérable, d'une certaine façon, on va contribuer à l'écraser un peu plus, à parler à sa place, à savoir mieux que lui ce qu'il veut, etc., etc. Moi, combien d'élèves j'ai le souvenir qui, grâce à l'école, ont eu l'impression de s'approprier leur propre chemin de vie. Voilà. Donc, Dieu merci, je le dis en toute laïcité, non, enfin, je veux dire, c'est laïque au sens où mon Dieu merci, c'est l'école, vous voyez. C'est-à-dire que, quand même, nous avons cette possibilité, tout en étant très critique par rapport à notre système, qui aime bien, châtie bien, hein, cui bene amat, bene castigat. Donc je peux être très critique vis-à-vis de l'école, dire ça ne suffit pas de se réfugier derrière l'étendard de la méritocratie. Il ne fonctionne pas l'ascenseur social, etc. Mais que ce soit dans la formation des professeurs ou dans l'exercice du métier de professeur, dans l'exercice du métier de chef d'établissement, etc., je sais par expérience aussi que j'ai tout un ensemble de leviers et que tout au long d'une carrière, ce sont des dizaines d'individus qui, pas grâce à moi, mais grâce à l'institution qui va travailler à travers moi et travailler avec d'autres, auront eu de véritables leviers d'émancipation pour sortir concrètement de la vulnérabilité. Voilà. Moi, j'avais une question sur le lien entre laïcité, fraternité et liberté d'expression. Ouais. Donc ce matin, il y a la collègue de droit qui est intervenue et qui avait cité Houellebecq et Mila, et qui avait dit que Mila avait le droit de dire que, par exemple, l'islam c'était de la merde, ou que l'islam était la religion la plus con du monde pour Houellebecq. Qui avait qui C'est Madame Gwenaëlle. Non, mais qui avait le droit de dire ça? Lila? Mila. Ah oui, Mila. L'affaire Mila. Oui, tout à fait, pardon. Et donc je voulais savoir si, comme vous avez dit que la laïcité était une condition de la fraternité, est-ce que vous pensez, oui ou non, que la liberté d'expression totale, je ne parle pas de l'injure publique ou quand on attaque les personnes, peut être un frein à cette fraternité? Alors moi je vais vous dire deux choses, mais articulées d'abord sur une réflexion sur la liberté. La liberté, rien de plus facile en apparence et rien de plus difficile en réalité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire je suis libre et je fais ce que je veux et je vous emmerde pour être le dépositaire et l'acteur d'une liberté consciente, d'une liberté éclairée. Donc la liberté, ce n'est pas le droit de dire et de faire n'importe quoi. Maintenant que j'ai dit ça, c'est-à-dire que de la même façon que tout à l'heure, je disais que la liberté, la fraternité, c'est quelque chose qui se cultive, la capacité à être libre de manière consciente et éclairée, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Sur cette base-là, deux choses concernant l'affaire que vous évoquez. Premier élément, il me semble qu'on doit pouvoir rire de tout. Parce que le rire, c'est pas seulement se foutre de la figure de quelqu'un, être dans la dérision, c'est-à-dire tout ce rire médiocre qui nous est asséné en permanence dans notre société. Le rire, pour l'être humain, c'est la manière de désamorcer les questions fondamentales, et en particulier les questions les plus difficiles, les plus sensibles ou les plus tragiques. Le rire ne nous fait jamais autant rire que quand il porte sur le sacré, que quand il porte sur la souffrance, que quand il porte sur la mort, que quand il porte sur tout ce qui nous fait mal ou tout ce qui nous touche au plus profond. Donc, moi, j'accorde une très très grande valeur à tout ce qui peut nous faire rire en tournant en dérision
quelque chose auquel nous tenons ou quelque chose qui nous concerne au plus près. Parce que c'est une façon d'assumer notre condition. Voilà, sans se laisser accabler par elle, sans se laisser accabler par le sacré, sans se laisser accabler par la mort, sans se laisser accabler par le tragique, etc. Maintenant que j'ai dit ça, moi je ne dirai jamais à quelqu'un ta religion est la religion la plus con du monde. Tout simplement parce que je le respecte. Voilà. Et pour moi, alors je ne vais pas dire que je suis un modèle, mais en tout cas c'est l'éthique que j'essaye d'avoir de ma liberté. Ne serait-ce que parce que, si je dis à quelqu'un que sa religion est la plus con du monde, tout ce qui est excessif est insignifiant, disait l'autre, et là en l'occurrence c'est excessif. Comment est-ce que je peux me permettre de juger en une formule une religion, c'est-à-dire une vision du monde qui a structuré l'existence et qui structure encore aujourd'hui l'existence de dizaines de sociétés dans le monde, qui structure l'existence, il y a combien de musulmans aujourd'hui? 1,4 milliard. Et donc, comme ça, je vais lui dire, ta religion est la plus con du monde. Ou je vais dire à la France, ton pays est le plus raciste du monde. Vous voyez, c'est-à-dire, dès que vous êtes dans cette généralité, et que dans cette généralité, en plus, vous avez le malheur de viser une entité culturelle, une entité de civilisation, qui, comme toute entité culturelle, comme toute entité de civilisation, a des côtés qui sont des côtés sombres, a des heures sombres et des côtés tragiques, mais en même temps une lumière, une grandeur, une force, une dignité. Moi, je ne donne pas ce droit à ma pulsion de liberté, si vous voulez. What else? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la conclusion. Corinne. En remerciant peut-être encore Lino Villard. Bien, donc l'heure est venue de conclure cette belle journée. Alain Frugière, le président du réseau des INSPE, devait entamer cette clôture, mais il est auditionné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc il s'excuse. Cela dit, donc, nous remercions vivement le réseau de nous avoir encore permis de faire cette sixième journée, qui n'est plus une université d'été comme les 5 premières, mais qui a été une belle réussite aussi. Donc merci Alain Frugière et au réseau des INSPE, je pense à Anne-Lise Rotureau, Marianne Salomon, Edwin Brion, pour avoir assuré une couverture, y compris filmée, enregistrée de nos échanges. Et donc c'est vraiment très précieux. Bien sûr, merci aussi à l'INSPE de Lille, à son directeur Sébastien Jakubowski, qui nous a rejoints pour cette clôture. Merci aussi, évidemment, à Corinne Vézirian pour tout ce qui a été fait. Merci au personnel de l'INSPE, mais je voudrais particulièrement qu'on remercie Corinne pour tout ce travail, d'avoir tenu dans ce contexte jusqu'au bout pour faire cette journée. Et merci à vous qui vous êtes inscrits et qui êtes venus. Cette simple phrase peut paraître anodine, mais voilà, vous étiez présents du début à la fin, une 50aine de personnes à peu près, donc c'est une belle réussite. Je me souviens, je vais être assez rapide, mais je voudrais quand même dire un mot pour des perspectives de formation des enseignants assez rapidement. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai animé une table ronde, moi aussi, à l'Université d'été à Lyon, et il y avait une conférence, une belle intervention de Corinne, justement, sur la laïcité et le tact. Et je voudrais finir là-dessus, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, y compris de tragique, sur les questions de laïcité. Le tact, c'est peut-être effectivement cette mise en œuvre fraternelle de la laïcité, cette mise en œuvre sororelle aussi. C'est un adjectif et un nom que j'aurais aimé peut-être voir un peu plus, mais qui rendait les choses un peu plus compliquées aussi en termes de formulation. Mais la fraternité, tout le monde a maintenant compris que c'était ce que c'était et ce que ça permettait. En lien avec l'université d'été de l'an dernier, c'est aussi une mise en œuvre non discriminatoire de la laïcité. Donc, si on traduit ça dans le langage de l'institution qui nous guide aussi, l'éducation nationale, c'est une posture, ce terme qui revient dans tous les rapports de jury du concours, dans les oraux professionnels des futurs enseignants, on forme à une posture qui peut être donc une posture qui nous guide fraternellement, de façon non discriminatoire, vers le nous universel dont parlait Isabelle ce matin, le nous de Régis Debray, qui lutte, ce nous universel, contre les entre-soi, contre les clans. Bon, pas besoin de développer une posture nécessaire qui est au service de la laïcité perçue. Alors,
J'avais eu l'occasion de le dire à l'inspection générale quand elle avait fait la tournée de quelques INSPE pour faire le bilan, un bilan et une prospective de la formation des enseignants à la laïcité. Il me semblait qu'on gagnait peut-être à replacer la laïcité comme étant une question vive, c'est-à-dire dans un contexte qui peut être variable, mais aussi selon un principe qui est inscrit dans la Constitution, et c'est la tension, l'articulation entre ce principe et ces contextes par définition infinis qu'on peut peut-être effectivement travailler la laïcité du point de vue de la formation des enseignants. Et là, je voudrais juste dire un mot, une pensée très forte pour Jacques Ginestier, qui a fondé avec d'autres ce réseau des INSPE, qui avait aussi, qui a dirigé l'INSPE d'Aix-Marseille, qui a réussi à obtenir un projet pour 10 ans, et ça commence juste, un projet de pôle pilote de formation où l'INSPE d'Aix-Marseille était justement, suite à son travail et celui de la direction qui l'accompagnait des personnels, l'INSPE d'Aix-Marseille a été reconnu comme pôle pilote devant proposer, au plus tard dans 10 ans, des pistes de formation des enseignants dans le cadre du dossier d'accréditation qui était le sien, c'est-à-dire d'une recherche, formation très ancrée sur le terrain, très contextualisée. Et effectivement, j'aurai l'occasion de donner quelques pistes qu'on a déjà commencé à travailler avec Jacques, qu'on espérait pouvoir travailler plus longtemps que ce n'a été le cas. Et donc il est décédé hier. Et avant-hier, il nous faisait envoyer un dernier message en nous disant « Je ne pourrai plus travailler avec vous sur ce projet empirique, mais j'espère que vous pourrez le poursuivre à la hauteur de ses visions ». Et voilà, il y a plein de pistes qu'on pourrait effectivement développer. Avant les savoirs, il y a donc cette posture, ce contexte, qui sont comme des compétences intellectuelles de raisonnement. Les compétences de raisonnement sont au cœur du projet empirique. C'est un pari qu'on essaie de faire, de faire le focus sur des savoirs fondamentaux qui ne sont pas le lire, l'écrire, le compter, le respecter, même si tout ça est important, mais tous ces savoirs, ces 4, revisités par le raisonnement, par des compétences de raisonnement. Donc une posture qui est une construction réflexive, un contexte qui est abordé par une démarche d'enquête quasiment ethnographique. Et le projet empirique à Aix-Marseille a été aussi choisi en raison du contexte marseillais scolaire qui est, comme vous le savez, extrêmement particulier. Et à partir de là, effectivement, un rapport au savoir peut s'enchaîner, un rapport critique au savoir monodisciplinaire. Peut-être qu'il y a une critique derrière des savoirs formalistes, disait Durkheim, un rapport pluridisciplinaire aussi au savoir, qui aujourd'hui défendrait pour la laïcité une approche d'abord historique ou d'abord juridique, d'abord philosophique ou d'abord sociologique. Je pense que c'est plus ou moins indéfendable, qui pourrait assumer une approche quasiment encyclopédique qui articulerait toutes ces spécialisations. C'est plutôt vers effectivement une sorte de pluridisciplinarité qu'on irait, mais une pluridisciplinarité pas forcément composée de spécialistes qui parleraient uniquement les sociologues aux sociologues, les juristes aux juristes, etc. Donc il y a une ouverture aussi, peut-être une sorte de fraternité entre les disciplines, une ouverture pour essayer de construire de façon collaborative aussi les débats. Lors de la table ronde, lors des ateliers l'ont montré, il n'y a pas besoin effectivement d'être spécialiste pour avoir des choses à dire sur ces questions de laïcité. Chacun de sa place peut participer de la construction, on peut dire fraternelle, de cette perspective en termes de formation des enseignants. Ça va trop vite, c'est néanmoins enregistré, ça pourra peut-être être écouté un peu plus calmement et ça fera l'objet bien sûr d'autres écrits. Et nous savons donc que l'INSPE d'Aix-Marseille, grâce au travail de Jacques, a encore une sorte de mission importante pour essayer justement d'aller vers les plus pauvres, les parents les plus pauvres d'Europe, notamment dans un quartier de Marseille, pour essayer de les raccrocher, si besoin est, au projet républicain et laïque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, peut-être trop rapidement et en même temps un peu trop longuement. Tout de suite, je passe la parole à Isabelle pour d'autres perspectives. Je vois et je constate que cette formation des enseignants est, à mon sens, beaucoup trop souvent oubliée. Donc j'espère que ce type de manifestation va pouvoir de mieux faire connaître ce réseau, et je pense, pour ma part, s'il fallait émettre une perspective, en l'occurrence, ou la formuler, je dirais volontiers qu'il serait temps que le réseau des référents laïcité des INSPE s'exprime, et s'exprime un peu publiquement, puisque nous sommes dans une période propice
au cours de laquelle la formation des enseignants est à nouveau en chantier, les épreuves des concours également. Donc voilà, là il y a une opportunité à saisir et il faut que nous donnions de la voix ou de l'écrit, enfin bref, que nous nous exprimions. Parce que ce ne sont pas les interlocuteurs institutionnels, pour des raisons très anciennes et très profondes, qui vont penser à nous, hélas, ai-je envie de dire, vu l'importance, encore une fois, de cette formation initiale et continue, formations qui sont déterminantes, bien évidemment. Et le second point que j'aimerais souligner à titre conclusif, c'est que j'ai été vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en représentant avec Abdenour précisément le Conseil des sages. Donc j'ai trouvé très fructueux que le Conseil des sages, à travers nous deux, soit associé à cet événement. Voilà. Donc une instance qui peut-être également n'est pas encore très bien connue, sur lesquelles on se pose des questions, que fait exactement le Conseil des sages. Et j'en profite aussi pour vous glisser, le cas échéant, que le Conseil des sages, je le découvre d'ailleurs pour ma part de façon très comment dire, très directe, est aussi une instance de formation. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup.